RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, et elle continue à parler, à papoter, bien. C'est les filles, ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne peux pas changer les choses. Bonsoir les filles, alors. Ça va bien? Bon, d'accord, très bien. Vous allez nous dire ce que vous faites ce soir comme chronique. Bonsoir à tous et bienvenue. Rendez-vous de l'info avec deux invités ce soir. Le premier, le porte-parole de Guyane Écologie, avec nous, José Gaillou. Il viendra nous parler de la politique de Guyane Écologie d'ici quelques instants. Et puis, regardez ce livre qui est extraordinaire, presque une encyclopédie de la culture guyanaise. Ça s'appelle Entre histoire et mémoire, costume traditionnel créole guyanais. On reçoit l'auteur de ce beau livre qui s'appelle Huguette Thibaudeau, avec de très belles photos que vous verrez ce soir sur le plateau du Rendez-vous de l'info. Notre deuxième invité. Bonsoir les filles. Bonsoir. Alors Théanie, ce soir. Ce soir, on parlera d'une action qui a redonné le sourire à des malades atteints du cancer. Vanessa. Et ce soir, culture avec le quiz interdit. Exactement, c'était ce week-end. Allez, le Rendez-vous de l'info démarre tout de suite avec la rédaction d'ATG. Voici le journal, tout en images. À tout de suite. Ce matin, les portes de la caisse d'allocation familiale de Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury et Cayenne étaient fermées. Les salariés de la CAF réclament le virement des indemnités de congés payés, mesure qui toucherait 135 salariés et qui ne serait pas prise depuis plus de 20 ans. Un cadre de la CAF, avec plus de 30 ans d'ancienneté, nous a confirmé que cette indemnité a été versée jusqu'en 1991. Donc il ne s'agit plus d'une erreur, il s'agit d'une omission. Ça a été fait volontairement, donc aujourd'hui on réclame 20 ans d'arriéré de cette indemnité. Et les 20 ans d'arriéré, selon nos calculs, représentent au minimum 400 000 euros. Selon les représentants du personnel, cette année exceptionnellement, les indemnités de congés payés ont été versées. Savoir quand même que l'indemnité de congés payés a été versée en 2014. C'est le service national de la paye basé dans l'Hexagone qui a payé l'exercice 2012-2013. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de l'importance de la somme, puisque 18 700 euros ont été versés à 102 agents de la CAF. Les syndicalistes revendiquent le respect du Code du travail et dénoncent aussi des actes discriminatoires. Parce qu'il y a du parti pris dans notre organisme, il y a des attributions de postes qui sont faites on ne sait comment. Il y a un certain clientélisme qui nous a amenés là. Mais c'est surtout le non-respect du code du travail, surtout le non-paiement de l'indemnité de congé payé qui est prévue par le code du travail. Les grévistes annoncent que le piquet de grève sera maintenu jusqu'à ce qu'une réponse favorable soit apportée. Près de 30% des salariés n'ont pas souhaité adhérer au mouvement. Les dossiers des allocataires sont traités en interne. Pour plus d'informations sur la prise de rendez-vous et d'autres, la caisse d'allocation familiale reste disponible par téléphone ou sur son site internet. Au fil des années, la piste Terca de Matoury s'est transformée en décharge à ciel ouvert. La route est jonchée d'épaves de voitures et de tas d'ordures, pour cause la proximité avec les squats avoisinants. Sur ce terrain appartenant à Raymond Abché, une soixantaine de familles s'y sont installées illégalement. Parmi eux, Missoul. Après plusieurs demandes de logement faites aux bailleurs sociaux, sans réponse, Missoul a décidé de construire sa maison à Terca et vit avec ses 3 enfants depuis 4 ans. Quand j'étais arrivée, c'était plein d'herbe. C'est moi qui avais 2 bois et tout. Et après, je fais ma petite maison en tôle. J'ai acheté des bois, des planches et tout. Le propriétaire Raymond Abché souhaite récupérer son terrain. Malgré un jugement du tribunal en 2009 prononçant l'expulsion, il n'a pas réussi à obtenir le concours de la force publique pour la destruction de squats. Ça ne m'arrange pas du tout, parce que s'ils nous me mettent dehors, je vois que c'est dans la même difficulté que j'aurai avec mes enfants, parce que de sortir pour aller payer le loyer, je fais la demande de la SIGI, Samsama, la Cinco, ça fait un moment que j'ai fait de la demande, il ne m'a jamais répondu.
Joint par téléphone, l'homme d'affaires affirme qu'il mettra en œuvre tous les moyens possibles pour expulser ces personnes de sa propriété. Le problème qu'on a actuellement, c'est le problème avec M. Abché, qui se prévalant d'un document qui date de 2009, d'un jugement qui n'a rien à voir avec les gens qui sont ici, demande à ce que les gens s'en aillent, veulent détruire son maison. Or, ce document ne prévoit simplement que les gens ont 6 mois de délai pour partir. Hein, donc, depuis 6 mois, depuis ce 2009, M. Abché n'a pas bougé. Hein, les gens sont partis, une bonne partie sont partis. Hein, et maintenant, il veut faire ça pour pouvoir détruire. Or, ce document ne lui permet pas de détruire les maisons. Et pour détruire les maisons, il faut un autre jugement, il faut que ce soit la préfecture qui donne l'ordre, il faut qu'il y ait les gendarmes, les huissiers, tout ça. Hein, donc bon, ce n'est pas le cas. Le climat se corse à Terre-Cas. M. Abché a donné un délai aux occupants pour quitter les lieux. L'association des habitants de Terre-Cas dénonce une tentative d'intimidation qui, selon eux, ne s'appuie sur rien de légal. S'il y a exclusion, ça se passe dans l'ordre, mais de toute façon, vous savez très bien qu'au bout de 6 mois, il va relâcher la pression. Il y a d'autres gens qui vont venir. Ce n'est pas notre intérêt à nous, ce n'est pas l'intérêt aux propriétaires qu'il y a d'autres gens qui viennent. C'est l'intérêt de personne. Hein, bon, donc il faut s'entendre. Il y a sûrement moyen de s'entendre. Et pour s'entendre, il faut se mettre à discuter et non pas arriver avec des vigiles, avec des pelles mécaniques et dire moi, tirez-vous. Non. On est en droit, il y a des femmes et des enfants, là il y a des gens qui travaillent. Depuis 2 semaines, une pelleteuse est à pied d'œuvre. L'association des habitants du village Terre-Cas monte au créneau. Hier, les électeurs de Camopi et de Regina sont de nouveau retournés aux urnes. Le déroulement de nouvelles municipales avait été prononcé le 12 juin 2014 par le tribunal administratif de Cayenne, qui avait jugé recevable l'annulation des opérations électorales de mars 2014. À l'issue de ces nouvelles élections, Joseph Chanel revient aux commandes de la municipalité de Camopi. L'ancien maire a obtenu 52% des suffrages, tandis que son opposant René Monerville, le maire sortant, n'a recueilli que 47,9% des voix. Il n'aura été finalement maire que pendant 9 mois. A noter que Joseph Chanel a eu le plus de voix dans le bourg de Camopi, alors qu'à Petit-Saut, c'est René Monerville qui est arrivé largement en tête. À Regina, aucun des 4 sièges de conseillers municipaux n'ont été pourvus. Personne n'a réussi à réunir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu au premier tour. Les électeurs devront donc se rendre à nouveau aux urnes. 10 candidats sont toujours en liste pour les 4 sièges. Le second tour est prévu dimanche prochain, le 23 novembre. Malgré la polémique autour du malassian dans la lutte contre le chikungunya en Guyane, son utilisation a été retenue. À partir de demain, il sera un outil complémentaire dont l'objectif est d'exterminer les moustiques adultes. Selon les études menées à l'Institut Pasteur de Guyane, son efficacité serait de 90%. À partir du moment où nous avons fait part de notre incapacité à lutter contre les moustiques adultes, nous avons sollicité les différentes instances telles que l'OMS, telles que le Haut Conseil à la Santé publique. Donc nous les avons sollicités pour savoir quel autre produit pourrait être utilisé dans la lutte contre le chikungunya. Le produit que nous a été proposé est le malassian, ça aurait pu être un autre produit. Maintenant, effectivement, il y a des préconisations qui nous sont faites. Une carte identifiant les jours et le circuit de passage du malassian est disponible dans le site internet de la préfecture, du Conseil général et de l'ARS Guyane. Par mesure de sécurité, certaines zones ont été exclues du circuit de diffusion du produit. On évitera les zones d'activité d'apiculture, les périmètres de captage d'eau potable, les zones où il y a des marchés, les cultures vivrières, les zones naturelles sensibles, notamment les piscines, certaines piscines, les piscines publiques notamment, d'exploitation publique, seront évitées. Un périmètre de 50 mètres de ces zones d'exclusion où, à l'intérieur desquelles les véhicules de pulvérisation ne circuleront pas. Les principales précautions concernent les habitations comprenant une piscine traitée avec du chlore ou du brome. Pour les piscines qui ne sont pas traitées ni au chlore ni au brome, il n'y a de même aucune précaution particulière à prendre. Pour les piscines traitées au chlore ou au brome, et si jamais ces piscines se trouvaient dans un rayon de moins de 50 mètres de la voie de passage des bégogneuses, on le sait, donc c'est sur la route qui passe devant chez soi, à ce moment-là, il faudrait vérifier le pH de la piscine. Si on peut maintenir ce pH à un niveau de 8, il faudrait éviter, sans pouvoir couvrir la piscine, il faudrait éviter de se baigner pendant 48 heures. La Guyane compte plus de 6 900 cas de chikungunya. Chaque semaine, près de 500 cas supplémentaires sont identifiés.
Ce matin était organisée une rencontre avec les membres de l'association Grand Ballon et des lycéens du lycée Félix Éboué. Un pita-parole sur l'œuvre poétique de M. Serge Patient, grand poète reconnu au sein des Caraïbes. C'est autour de ses œuvres telles que Guyane pour tout dire ou encore Le mal du pays que furent animés les débats. Alors le pita-parole, c'est un concept que j'ai créé il y a quelques années à Paris. Le but du pita-parole, c'était de permettre à tout un chacun de rencontrer les auteurs. Notre littérature aux Antilles, en Guyane, en Afrique, est une littérature très jeune. Les auteurs sont pour la plupart vivants. On peut les rencontrer, on peut échanger avec eux. On a pensé cette lecture faite par des comédiens et des musiciens qui reprend un extrait de l'œuvre qui est présentée. Ainsi, quand le spectateur arrive, il rentre directement dans l'atmosphère du livre. Plus qu'un simple débat, le pita-parole est un jeu d'acteurs où l'on tente de faire passer l'émotion en s'appropriant l'œuvre de l'artiste. Bon, ce pita-parole était dédié à Serge Patient et donc nous avons pris une de ses œuvres et notamment J'ai le mal du pays. Et nous avons tenté d'y mettre nos parts d'émotion et de vécu dans ces textes qui parlent d'exil, de représentation de soi et de l'autre et notre capacité à transcender un peu tout ça et être nous-mêmes, quoi. Un moment de rencontre fort apprécié des deux parties. Les artistes eurent à répondre à de multiples questions des lycéens, intéressés et curieux face à la découverte des œuvres de Serge Patient. Un moyen de pouvoir attirer la jeune génération vers les trésors d'une poésie qui prend sa source sur les terres qui les ont vus naître. De retour sur le plateau du Rendez-vous de l'info avec nos deux invités ce soir, José Gaillou, donc porte-parole de Guyane Écologie, et notre invité numéro 2, c'est Huguette Thibaudeau qui a sorti ce livre extraordinaire. Il est là, on va en parler bien sûr, entre histoire et mémoire, costume traditionnel, créole, guyanais. Et puis vous l'avez vu dans le journal tout à l'heure avec la CAF en grève. Nous allons en parler directement sur le plateau, les syndicats, donc UTG notamment, sur le plateau du Rendez-vous de l'info, dès demain soir, pour en savoir un petit peu plus sur cette fameuse grève et ce remboursement à la CAF. José Gaillou, bonsoir. Bonsoir Gilles Vernet. Porte-parole, Guyane Écologie. Alors, c'était également dans le journal ce soir de la rédaction, vous êtes contre l'utilisation du malation. Dites-nous pourquoi. Déjà, quand on voit cette situation, on ne peut qu'analyser l'échec de la lutte antivectorielle en Guyane. L'Aïdès égyptie ne vit qu'autour de l'homme et il ne peut vivre parce que l'homme l'autorise à vivre. Donc on n'a pas fait de grandes campagnes où ce qu'il fallait faire à l'époque quand il y a eu les pics de dengue. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est difficile parce que la population guyanaise n'est pas immunisée contre le chikungunya. Alors, à qui la faute ? À ceux qui sont compétents, donc le département. Ils n'ont pas tout fait pour essayer. Je ne pense pas suffisamment. Donc quand on arrive à la diffusion de produits chimiques, c'est qu'avant, on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait faire. Donc c'est un échec. L'État qui n'a pas contrôlé, et puis les autres collectivités qui ont aussi la responsabilité des déchets. Alors nous sommes contre parce que ce sont des produits chimiques qui sont encore balancés dans la nature. Même quand on dit que c'est pas grave, les humains n'ont rien à craindre. Et à chaque fois, vous respirez des produits chimiques, vous le gardez en vous. C'est pour plus tard. Et c'est pour plus tard. Et les responsables d'aujourd'hui seront peut-être pas responsables demain. Pas responsables demain. Et c'est ceux qui seront responsables demain. Alors aujourd'hui, on sait aussi que dans les pays développés, il y a une recrudescence de cancers, d'obésité, de diabète, et de problèmes endocriniens également. Et donc tout ça est dû aux produits chimiques. Alors à chaque fois que c'est pas grave, mais malgré tout on les accumule. Et quand on entend ce que vient de dire tout à l'heure le préfet ou le président du département, on a à craindre parce qu'on vous dit des piscines à moins de 50 mètres, qui sont les piscines qui ne sont pas au chlore et au brome n'ont rien à craindre, mais la plupart des piscines sont chlorées. Oui, c'est très rare. Enfin, il y a quelques piscines au sel, mais c'est plus rare. Oui. Ouais. Alors quand on prend autant de précautions, ça veut dire quand même il y a une difficulté. Alors c'est un produit qui est interdit par
par l'Europe. Oui. Et donc on nous dit aussi que l'entreprise n'a pas demandé, en tout cas la société n'a pas demandé l'autorisation de mise sur le marché, mais on sait que pour demander l'autorisation et pour avoir l'autorisation, il y a un certain nombre de choses à faire, Bien et sûr. notamment des études. Et économiquement parlant, visiblement, c'était pas efficace pour l'industriel qui a ce produit. Donc on le fait. Et je ne suis même pas sûr que l'Europe a donné une autorisation. On nous dit que l'OMS, moi c'est pas l'OMS, c'est l'Europe qui doit donner la dérogation. Quelle est la teneur de la réponse de l'Europe? En tout cas, en ce qui nous concerne, Guyane Écologie, on a fait des interventions auprès de parlementaires au niveau Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale. On attend des réponses, mais on se donne même le droit aussi d'ester en justice pour préparer, si vous voulez, d'autres difficultés que les humains auront demain, avec des malformations, par exemple, chez des enfants, et parce que aussi le produit... Donc vous trouvez que, j'ai presque envie de dire, vous trouvez la préfecture, disant les choses franchement, et le Conseil général très léger sur cette affaire-là. Très léger, parce qu'on nous dit que, le malation ne tue pas, c'est les moustiques qui tuent. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de décès. Il y a eu des décès, en plus, pendant les pics de dengue. Il y a eu des décès de dengue hémorragique à Kourou, à Cayenne. Tout à fait. Pour le moment, il n'y a pas de décès. Mais les difficultés que nous aurons, ce ne sont pas des difficultés aujourd'hui. Ce sont des années après les enfants et autres. Vous pensez à demain. Théanie. Vous êtes contre l'utilisation du malation, mais est-ce que vous, à Guyane Écologie, vous avez une alternative à cette diffusion de produits chimiques? L'alternative, c'est de ne pas diffuser le produit pour le moment. Donc, si vous voulez, on dit qu'il faut intensifier la lutte antivectorielle, parce que les larves ne vivent que dans l'eau propre. Ce ne sont pas des culex. Les culex, ce sont les moustiques qui vivent dans les marécages. Ceux-là prolifèrent un peu partout. Ils ne sont pas dangereux, ils sont dérangeants. Mais l'Aedes aegypti, lui, ne vit qu'autour de l'homme. Et c'est l'homme qui lui permet de vivre. Et donc, si au départ, vous éradiquez et vous faites un travail sur les gîtes larvaires, dehors, ensuite, il n'y a pas d'adultes. Donc aujourd'hui, il y a un travail à faire, effectivement. Alors, les administrations sont responsables des politiques de lutte contre les gîtes larvaires, dans les entreprises également, mais chez chaque particulier. Bon, après, une fois qu'on a dit ça, est-ce que les gens sont réellement responsables? Qui passe contrôler? Qui fait? Alors là, on entend maintenant qu'on va verbaliser par rapport aux carcasses de voitures. Mais ça fait des années que les carcasses de voitures traînent. Vous venez de montrer Terca. Il n'y a que des carcasses de voitures à Terca. Qui les enlève? Donc c'est global, il y a tout un travail derrière ça. Allez, changement de thème. La FEDOMG est votre ennemi, d'après ce qu'on entend. Ils veulent développer le secteur minier tout en protégeant l'environnement. Ils le disent en permanence, vous n'y croyez pas? Mais pas du tout. Mais si vous ne pouvez pas... C'est des Guyanais comme vous et moi, ils ont plutôt intérêt à protéger l'environnement. Si vous voulez, il y a deux approches. Il y a une approche sur la politique extractive de ce qu'on veut faire. Donc nous sommes sur des ressources stratégiques. Il n'y a pas que l'or. Parce que l'or, il y en a encore pour 20-30 ans dans le sous-sol guyanais. On n'en a jamais vraiment profité, ceci dit. Oui, alors en plus, voilà le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retombées économiques. Ça ne crée pas réellement d'emplois. C'est pour ça qu'ils veulent développer le secteur minier. C'est pour qu'on puisse... Qui va travailler dans la mine? Vous vous rendez compte, aujourd'hui, il y a un lycée professionnel. On est en manque d'ouvriers pour aller travailler dans les bâtiments, parce que les gens, on a un système social qui fait que, des fois, quand le travail est trop pénible, on préfère toucher le chômage, faire autre chose. Donc ça pose... Déjà, il y a un problème. J'ai fait une petite note dernièrement, Antoine Karam, sénateur, à Georges Patient, j'avais donné également, et à Rodolphe Alexandre, pour expliquer que nous, Guyane Écologie, nous ne sommes pas contre la politique extractive. Parce que nous savons très bien que les 15 dernières années, il y a un progrès humain remarquable qui a été fait avec les nouvelles technologies. Et tout ce que nous avons dans les ordinateurs, dans les téléphones, ça vient du sous-sol. Et donc, si nous voulons continuer sur un progrès humain, il y a intérêt à contrôler cela. L'or n'est pas forcément la ressource la plus essentielle. Vous avez vu aujourd'hui, le cours de l'or a chuté. Il ne représente pas grand-chose pour ceux qui ont beaucoup investi. Par contre, les terres rares, ceux qui interviennent, le coltan par exemple, le colombo tantalite que nous avons en Guyane, qui pourrait être quelque chose de remarquable pour l'avenir. Et la Guyane peut se développer sur des emplois à partir de ressources stratégiques. Donc, il y a une approche à avoir. Par contre, de l'autre côté, bon, vous dites, on n'était pas très copains avec la FEDOMG, parce que la FEDOMG, il faudrait... On l'a reçue la semaine dernière. L'ensemble du sous-sol guyanais,
Alors après, on nous dit, et là, il y a quand même un discours aussi qui est une manipulation intellectuelle, de dire qu'on va créer une zone, en parlant du parc national Souco, pour lequel nous sommes d'accord. Et c'est un sujet que je maîtrise très bien, parce qu'en 2008, j'avais déjà fait une note à Antoine Karam quand j'étais vice-président, lui démontrant l'intérêt de passer la réserve de Caux, de changer le classement en parc plutôt que réserve. Parce qu'on sait que depuis la création de la réserve de Caux, il y a eu deux gestionnaires qui n'ont pas pu faire ce qu'il fallait faire en termes de protection et de développement économique parce qu'il n'y avait pas de moyens humains et financiers. Le discours de Ségolène Royal, ça vous convient ? Dans la généralité, oui, parce que moi, je vous dis en 2008. Mais à condition qu'il y ait un débat avec les élus, avec la population de Caux, avec les responsables. En sachant que quand vous passez, vous changez je dirais, c'est pas le label, mais on change de classement. C'est pas une zone supplémentaire. Je crois que c'est 95 000 hectares, la réserve de Caux. C'est une des plus grandes réserves de France. En plus, on pourrait classer cette réserve en parc national de zone humide. Ça n'existe pas en France. Et même à l'époque, en 2008, dans le monde, il n'y avait pas de parc national José de zone Gaillou, humide. ceux qui disent parc national, parc tout court, c'est mettre la Guyane sous cloche. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Gilles Vernet, quand on regarde le modèle de développement économique du Costa Rica, c'est le pays où tout le monde veut y aller parce que c'est là qu'on a développé tout ce qui est écotourisme. Au Costa Rica, il y a 100 parcs nationaux, à gestion privée ou à gestion... Ça n'empêche pas le développement. Ça n'empêche pas le développement. Toute la société aujourd'hui est tournée vers l'écotourisme. Dès la petite enfance, les enfants sont déjà organisés sur l'écotourisme. Donc c'est un développement économique autre. Et nous sommes dans un paradigme aujourd'hui dépassé, parce que tout ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est un mode de développement économique copié à l'occidental, alors qu'il faut retourner sur nos bases amazoniennes, guyanaises, et regarder ce que nous avons et comment nous pouvons en profiter, qu'il s'agisse du sous-sol ou qu'il s'agisse de la nature. Et donc sur le parc national, c'est plus ou moins stratégique, parce qu'un parc national, c'est un budget multiplié par 20-30 par rapport à une réserve nationale. D'accord. Théanie. Donc justement, comment s'y prendre pour développer l'écotourisme en Guyane ? Mais comment s'y prendre, si vous voulez, il y a beaucoup de filières à développer et en plus, il faut intégrer la population dans cette orientation, je dirais, économique. Quand vous êtes un élu, ce qui vous importe le plus, c'est que chacun puisse trouver un travail. C'est la dignité humaine, c'est de travailler. Aujourd'hui, les modèles qui nous sont proposés ne permettent pas de trouver du boulot. 50% de nos jeunes sortent de l'école sans diplôme, donc pas de travail. Par contre, sur le système économique de l'écotourisme, on pourrait donc développer des emplois. Il n'y a pas que des emplois directs dans l'écotourisme ou indirects. Si on reprend bon, je dis les marais parce que les gens de Caux n'aiment pas qu'on dise marais. C'est savane inondable. C'est la rivière de Caux qui déborde et qui crée une savane inondable. Sur Caux, il y a 20 000 personnes qui passent chaque année de tourisme. Il y a 20 000 touristes. Il n'y a pas de retombées économiques. Très peu de retombées économiques pour le village lui-même. C'est pas normal. Donc, c'est autour de ça, vous avez quelque chose à développer, aussi bien à Roura, porte d'entrée, si c'est un parc, ou à Regina. Vous avez l'hôtellerie, vous avez l'hébergement, vous avez les savoir-faire, des guides, vous avez nos traditions. Il y a un projet de nouveaux villages également. Et je parle souvent, parce que vous savez, moi je suis un originaire de Sinnamary et j'ai appris à contempler la nature. Et il n'y a pas de prix pour contempler la nature, pour regarder les animaux évoluer en liberté dans la nature. Et aujourd'hui, je vous mets au défi, vous n'avez jamais vu un tigre ou un toucan dans la nature. Moi, quand j'étais petit, j'en ai vu, mais le système que nous développons aujourd'hui ne le permet pas. Et pourtant, vous avez des gens qui sont prêts à payer une fortune. Donc ce sont des emplois à haute valeur ajoutée et une politique à haute valeur ajoutée qu'on pourrait créer. Je sais, j'avais encore plein de questions à vous poser, bon, donc je serai obligé de vous réinviter parce que on n'aura pas le temps de parler de projets, notamment de Guyane Écologie. J'ai quand même une question. L'Assemblée unique, vous y serez ou pas ? Bien sûr, nous allons, tout ce que je viens de dire là, nous allons le développer dans un programme pour proposer aux Guyanais une autre alternative pour développer notre territoire. Et ça sera l'occasion pour nous de vous réinviter pour parler des projets et notamment de projets politiques. José Gaillou, merci en tout cas d'être passé sur le plateau du Rendez-vous de l'Info. Dom Laquezotte à 20h ce soir, les jeunes de Caux avec Dominique Nugent. Alors toujours dans la continuité de ce que vous avez vu hier,
Alors aujourd'hui, je rencontre 2 jeunes de la commune, mais des jeunes qui ont des looks très très différents. Il y a un qui n'est pas chivé, ben décidément, il y a un qui n'est pas chivé, moi rencontré. Et puis il y a une autre d'après moi qui a serré chivé en bas bonnet. Alors bon, on va donner leur prénom. Sur ma gauche, c'est André Jean qui travaille dans le domaine touristique dans la commune. Et Dimitri, sur ma droite, on m'a dit que tout ce qui est technique. Dimitri, est-ce que tu peux te présenter déjà? Alors moi je suis Dimitri Gaubert. Donc, enfant d'un natif de la commune de Caux. Alors, André Jean, à pas polémique, moi, fin, moi, arrivé là, moi, et moi, regardé tous ces touristes qui viennent à rien qui blanc. Ben, tu savais, moi, j'étais une bête. En a tout côté, tu as des gens qui ne peuvent pas voyager en propre côté avant y aller voyager d'autre côté. Et si tu as bien regardé, ils reconnaissent tout pays, toute région d'autre côté, et il n'est pas à côté à même. Il n'est pas même qu'à savoir qui côté me rebattre un exemple. Moi, la plupart, la moitié, la Guyane, côté constitué, il y a pièce pas savoir. D'après toi, qu'est-ce qui manque à la commune pour qu'elle soit encore plus agréable à vivre que le travail, par exemple? Ce qu'il manque, c'est ce qu'il y avait déjà avant. Parce que Caux, c'est quand même un site qui était isolé, enfin qui est toujours isolé. La suite ce soir en prime à 20h donc sur ATG Dom Laquezotte avec les jeunes de Caux. Notre deuxième invité est avec nous, Huguette Thibaudeau. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. On va discuter de votre bel ouvrage d'ici quelques instants, mais pour l'heure, voici la chronique de Vanessa. Bon, on est en direct, hein. Voilà, ce qui prouve qu'on est en direct. Vanessa, ce soir? Ce soir, un peu de culture. Alors, Gilles, selon vous qui a découvert les côtes de Guyane, vous avez le choix entre 3 réponses. Christophe Colomb, Vincent Pinson ou Jean-Baptiste Colbert. Colbert. Non, c'est faux. Alors, c'est une des questions qui a été posée lors de la première édition du quiz interlycée qui a eu lieu, vous le savez, samedi dernier. Colomb, bien sûr. Non plus. Bon, allez. Et organisée par l'association Animation Guyane. Donc, les lycéens se sont affrontés par équipe de 3 autour de questions portant sur l'histoire, la culture, la nature, la littérature ou autres célébrités guyanaises. Et le tout présidé par M. Rodolphe Alexandre et orchestré par Mme Yolène Yekpang de RDI Guyane. Regardez. Alors bonjour, aujourd'hui on est samedi 15 novembre 2014, on est le lycée Melchior Garé, je suis avec 5 de mes camarades, Lara, Morgane, Anne, Idrissa et moi Logan. On est là aujourd'hui pour représenter le lycée Melchior Garé au quiz interlycée, dont il y a 5 groupes je crois, 5 lycées, et je souhaite un joyeux anniversaire à ma camarade Idrissa. En quelle année fut fondé Saint-Laurent-du-Maroni? Réponse A, 1959. Réponse B, 1958. Réponse C, 1957. On a 45 participants. On a 8 lycées de la Guyane qui ont répondu présent, donc on est satisfait. Donc on remercie les différents sponsors qu'on a eus, tels que la région Guyane qui nous suit depuis pas mal d'années, à la boulangerie Albert. 973 Street et puis également la Banque Postale qui ont vraiment apporté tout leur soutien à cette manifestation. Alors, comme vous avez pu le voir, donc, cette édition s'est déroulée dans la bonne humeur et le quiz s'est soldé par la victoire des élèves du pôle Guyane. En deuxième position, nous retrouvons les lycéens du lycée Melchior, que je salue au passage, et en troisième position, les élèves du lycée Lama Prévost. Donc, à la suite de ce quiz, les lycéens ont pu débattre sur 2 thèmes, donc on en avait parlé la semaine dernière, la violence dans les établissements scolaires et la sexualité chez les jeunes. Maintenant, je vous propose, chers téléspectateurs, de gagner 2 places de cinéma pour le film de votre choix à l'Agora en répondant aux 2 questions suivantes sur notre page Facebook, donc ATG. En quelle année fut fondé Saint-Laurent-du-Maroni? Facile. En réponse A, 1959, réponse B, 1958, réponse C, 1957. Deuxième question,
Quel arbre présente sur son tronc, lorsqu'il est jeune, de nombreuses épines qui disparaissent quand il est adulte? Un indice, cet arbre produit du yapok. Facile. Donc A, le bois de rose, B, le fromager et C, le bois canon. Donc ce sont 2 questions qui ont été posées lors du quiz. Donc il vous suffit de répondre correctement à ces 2 questions sur notre page Facebook. À vous de jouer. Ok, à vous de jouer. On attend vos réponses sur la page Facebook d'ATG. Merci Vanessa. Allez, sans plus tarder, voici la chronique de Tiani. Ce soir. Alors ce soir, on va parler de personnes atteintes du cancer. Donc on leur redonne le sourire, ne serait-ce le temps d'un instant, donc qui est d'ailleurs le nom d'une magnifique opération qui a été menée par l'association Mimi Ulens. Donc il s'agit de redonner le sourire à 20 patients atteints du cancer afin de réaliser, on a réalisé une séance photo. Donc entre perruque et maquillage, ils ont gardé les yeux fermés tout le long et je peux vous dire qu'au moment de la découverte, c'est entre rire et larmes. Donc riche en émotions, regardez. On y va. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans la maladie. Et le problème, c'est que je ne suis pas guérissable. Donc ça, c'est dur à accepter. Ça a commencé l'année passée au mois d'octobre, quand les résultats sont tombés. Donc j'ai fait un cancer foudroyant du poumon. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est une opération qui a eu un large succès. Donc, vous pourrez tout à fait retrouver la vidéo en entière sur une plateforme de téléchargement ou bien sur le site de l'association mimiulens.org.fr. C'est une association qui a beaucoup œuvré pour le cancer et je pense que les différentes associations qui luttent contre le cancer en Guyane devraient s'inspirer justement de cette opération parce que c'est une opération qui ne moyenne pas forcément beaucoup de fonds. Maquillage. Voilà, maquillage, coiffure photographe. C'est quelque chose qui permet le temps d'un instant justement de redonner le sourire à toutes ces personnes. Vous savez qu'à la suite, comme vous avez pu le voir, il y a eu une exposition et un ouvrage qui a été sorti dont les profits ont été reversés à l'association. Très belle initiative. Voilà, il faudrait y penser pour nous ici aussi en Guyane. Merci Théanie. Notre deuxième invité a sorti un ouvrage magnifique, ça s'appelle « Entre histoire et mémoire, costumes traditionnels créoles guyanais », signé Huguette Thibaudeau. Huguette Thibaudeau, bonsoir. Bonsoir. Avec le micro. Bonsoir. Alors, avant de parler du livre, vous avez créé le groupe Sapoti en 1975, donc le groupe folklorique guyanais. Cela veut dire que vous êtes profondément amoureuse de votre culture lorsque vous entendez des choses, on va dire, qui rabaisse un petit peu la Guyane. Comment vous réagissez, parce que j'ai un peu vu votre parcours, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là et comment vous êtes quand vous entendez des choses sur votre pays? Bien, je réagis... D'une certaine manière? D'une certaine manière, enfin, ça dépend. Ça dépend. Quand j'entends des mots, j'ai tout de suite envie de dire le contraire, de contredire, mais parfois, on ne peut pas toujours tout contredire, ou bien apporter la connaissance à ceux qui ne savent pas. C'est ça la meilleure réponse, en fin de Voilà. compte. Je vous ai posé cette question-là parce que quand on lit votre parcours, voilà, c'est quelqu'un qui
à épouser voilà, la Guyane. On peut mettre votre nom à côté du nom Guyane également. Pour sortir un livre comme celui-là, il faut avoir baigné dans la tradition guyanaise, ce qui fut votre cas. Dès votre plus jeune âge, vous admiriez les Gangans avec leur belle tenue traditionnelle pour se rendre à la messe. Ça vous a touché? Vous aviez quel âge? Vous étiez sur votre balcon, dites-nous. Très petite, très petite. Parce qu'à la rue François Rago, c'était la rue principale et tout le monde se rendait à la cathédrale. Quand je voyais les dames avec leur tenue, surtout pour les fêtes de Pâques, les fêtes religieuses, les fêtes de la commune de Cayenne, ou bien alors des grandes manifestations, elles portaient leurs belles robes, les tenues, les lachades bien attachées, tout. Moi, ça me donnait l'envie. Puis je me disais toujours, quand je serai grande, je m'habillerai comme ça. Ah. Et puis un jour, vous assistez à une soirée du groupe Noëlla, sorte de déclic. Elle représente quoi, Noëlla, pour vous? Alors, le groupe Noëlla, c'est le groupe doyen de tous les groupes folkloriques guyanais qu'on a connus dans la capitale. Donc, le groupe Noëlla, il y avait des ressortissants qui venaient des communes voisines, et puis les ressortissants d'autres communes de Guyane qui habitaient dans la capitale. Et c'était l'occasion, quand il y avait justement ces fêtes de Pâques, Pentecôte, ou bien les grandes fêtes, et puis parfois les samedis et les dimanches, mais c'est surtout pour les grandes fêtes, ces gens se rassemblaient dans leur local, et moi j'habitais dans la maison du fond, alors j'avais la possibilité d'assister à des soirées au lendemain, et parfois ça durait 3 jours, avec les danses, les chants, les costumes au départ, et puis après ils se changeaient. Et le manger gibier, etc. Alors, manger local, surtout. Mamili, Yaya, Mangégé, des références qui vous ont permis de parfaire votre connaissance autour de la culture guyanaise. C'était important d'avoir rencontré toutes ces personnes-là. Tout à fait, parce que Mamili, nous habitions au même endroit, c'était la reine du groupe. Mangégé, elle, c'est à la fin, mais j'ai eu Yaya qui était la couturière et qui a eu l'occasion de faire toutes les robes des filles du groupe Sapotille. Donc elle m'a beaucoup appris. Ensuite, j'ai eu Mangégé, qui m'a dit non, tout le temps, il faut mouvoir une maritette, tout le temps non, il faut rester là pour apprendre. Elle m'a appris finalement et elle m'a dit l'homme au mourir, moulato qui marie moulachat. Et c'est ce que j'ai fait. Ces gens qui ont compté pour vous, grâce à toutes ces personnes, ce livre aussi, on va en parler bien sûr. Vanessa. Quel a été le déclic pour faire le livre? Pourquoi vous le faites maintenant? Alors le déclic, c'est parce que depuis quelque temps, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de variations. On transformait les choses, ou on mélangeait des vêtements de Guyane avec les vêtements d'ailleurs. Les accessoires étaient mis n'importe comment, parce qu'il y a des accessoires qui vont avec des robes d'apparat, d'autres qui ne se mélangent pas. Donc je me suis dit non, Huguette, il faut absolument faire quelque chose. Tu sais, tu as un savoir, il faut le transmettre aux jeunes et puis aussi aux générations futures. Donc, ça a été le déclic. Mais ça fait longtemps que je voulais faire ce livre. Mais là, depuis 2 ans, je peux dire, je me suis dit, il faut absolument sortir. Et en parlant de savoir, qu'est-ce que vous portez ce soir? Ah là, je porte la robe... Excusez-moi, je porte la robe peignoir. C'est pour les bourgeoises? Les grandes dames, les grandes bourgeoises. D'accord, très bien. Avec la grande queue... Et le gnangnan et les bijoux. Les bijoux qui vont avec. Alors, vous le disiez, hein, le projet germait dans votre esprit depuis longtemps. Comment on concrétise un livre comme ça? Parce que quand on voit les pages, et puis on salue d'ailleurs Nathanaël au Feng Shui, qui signe les photos. C'est un passionné, passionné de photos. Qu'on a déjà reçu d'ailleurs. C'est pas facile de faire un livre comme ça avec cette qualité-là. C'était un long combat. Alors j'ai eu la maquettiste, je lui ai donné le texte et les photos. Seulement il fallait savoir quel objet, quel instrument qui va avec telle ou telle robe. C'est la raison pour laquelle que j'ai voulu réellement que la maquette soit réalisée en Guyane et avec mon concours. Donc j'ai assisté à la maquettiste Géraldine Jaffrolo. Nous avons eu plusieurs séances de travail ensemble et elle a appris, je suppose, beaucoup de choses pendant disons, on a travaillé pendant 6 mois. Hein. D'accord. 6 mois. Mais ça fait 20 mois depuis que j'ai décidé de sortir ce livre.
Très bien, avec... Pas facile de trouver un éditeur, hein, ça je voulais le dire. Ça, c'est un parcours du combattant. C'est le plus gros. Oui, alors ça... maintenant, j'ai vu pas mal d'associations d'édition qui sont créées. Je pense que les auteurs à venir auront moins de difficultés que cette dernière génération. Surtout pour moi, c'est une première. D'accord. Et les tenues vestimentaires témoins d'une époque avec les parures qui vont avec. On n'a jamais été aussi loin dans ce domaine-là. Je trouve qu'il est plutôt complet. C'était important de laisser des traces pour une nouvelle génération. Vous le disiez tout à l'heure. C'est vrai que là, il y a tout. On dépose ce livre dans les écoles ou dans une famille. On est plutôt complet puisqu'on parle de parure, il y a de l'histoire, il n'y a pas seulement que les vêtements, il n'y a pas seulement la chatte. Le rôle que jouaient les vêtements dans le temps, les difficultés qu'ont rencontrées nos ancêtres pour pouvoir se vêtir, ça aussi, il y a eu beaucoup de mal parce que tout est stipulé dans le code noir et l'article 25 qui imposait, mais qui n'était pas du tout respecté. Donc, et moi, ce que je veux dire, on sait que les premiers hommes, ils ont porté le calimbé pour pouvoir se vêtir à peu près comme faisaient les Amérindiens, mais pour les femmes, ils ont donné un carré de tissu et un rectangle pour pouvoir s'envelopper. Elles se sont enveloppées, elles avaient toujours le buste nu. Mais elles ont toujours conservé ce que nous appelons, nous, nos kamsa, et ce que sur le fleuve on appelle le pangui. Elles, sur les dames du fleuve, elles l'ont brodé autrement. Nous, on a toujours conservé nos ancêtres ont toujours conservé le kamsa. Toujours, elles ne l'ont jamais abandonné. Et les premières robes qu'elles ont portées, elles l'ont adoptée. Il y avait beaucoup d'interdits. Elles ne pouvaient pas porter n'importe quel tissu, n'importe quelle garniture dans les robes. Donc, à partir des modèles qu'elles voyaient portés par les maîtresses, elles imitaient et elles agrémentaient avec le tissu ou avec des volants ou avec des ruchers, qu'importe. Parce qu'il y avait des interdits. Beaucoup d'interdits. Est-ce que vous pouvez prendre votre petit sac ou... également l'éventail qu'on puisse montrer sur nos antennes d'ATG. Dites-nous. C'était toujours, tout venait d'Europe. D'accord. Pour les dames, mettez bien le micro devant la bouche. Oui. Tout venait d'Europe pour les dames de la bourgeoisie guyanaise. D'accord. C'était l'éventail européen. Très bien. Par contre, nos dames, elles ont su. Avec l'arrouement, elles ont pu créer leur walwari en arrouement avec des fantaisies faites par les Amérindiens, justement. Maintenant, on en trouve beaucoup. Le sac, au lieu d'avoir un sac venant brodé, à coulier, tout ça venant d'Europe, elles ont eu leur macoquille fait en arrouement dans lequel elles mettaient les accessoires. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a, je sais que Théania a une question pour vous, ça sera la dernière d'ailleurs, est-ce qu'il y a un regain d'intérêt sur le folklore ou la culture en général? Il y en a où ça se perd ou au contraire la nouvelle génération s'y intéresse? Alors je vois que depuis quelque temps, il y a pas mal de groupes qui se créent, donc c'est qu'il y a quand même un regain d'intérêt pour la culture, la tradition créole guyanaise, parce que ce que je veux dire, ailleurs, quand nous sommes à l'extérieur, ce qu'on nous dit, c'est que votre folklore est riche, riche et très varié. Nous n'avons rien à envier aux autres. Donc, nous devons justement garder, préserver, maintenir et transmettre aux jeunes. Et toutes ces nouvelles associations qui se créent justement pour le maintien et pour pouvoir transmettre aux jeunes la tradition, je les félicite, je leur dis profitez, continuez au maximum et essayez de vous référer à ce livre où il y a beaucoup de savoir et de savoir-faire que m'ont transmis les aînés. Très bien. On le retrouve partout. Où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, pour l'instant, nous n'avons reçu que 2 exemplaires pour la rentrée littéraire. D'accord. Mais le bateau est arrivé hier. L'éditeur, La Plume Verte, ils sont en train de faire le nécessaire pour pouvoir mettre en vente dans les centres commerciaux. Avant les fêtes, oui. Donc, de toute façon, on en reparlera et puis on va annoncer, il y aura des séances de dédicaces. D'accord, voilà. Très bien. Je rappelle, entre histoire et mémoire, costume traditionnel créole guyanais, signé Huguette Thibaudeau, des photos signées Nathanaël Ofonchoa. Nathanaël Ofonchoa. Nous avons eu aussi pour les des gens à remercier, dites-nous rapidement. Pour les illustrations, alors je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui m'ont apporté leur concours. Allez-y. Bon, alors je commence par ceux qui m'ont beaucoup réconforté. Non, réconforté.
les relecteurs, Jackie Girard, Jean-Louis, Marie-Paul Jean-Louis, Tisseka Lobelt et tout, les bijouteries, Oassim, Mérius Jean, Oba, particulièrement Monsieur Rigobert qui m'a donné toutes les dénominations, et puis Georges Oassim, on a parlé de notre photographe, Nathanaël. déjà, Madame Eliette Danglade, justement présidente de l'association Rakaba pour le créole, et son fils Henri surtout, je dirais. Et puis tous les lecteurs. Agnès notre artiste pluriel, qui elle a su faire l'avant-propos. Notre sénateur honoraire qui a préfacé. Et Ellie Stephenson aussi, parce que je l'ai beaucoup embêtée. Comme en tant qu'écrivain et poète et notre docteur en sciences économiques, qui m'a apporté tous ces gens qui m'ont apporté leur concours. Je finirai par les techniciens quand même. Rosa Création, pour la création des costumes, parce que je lui ai transmis tout ce que j'avais et qu'elle a pu reproduire. Elle était volontaire pour jouer le jeu. Mia Zébus, styliste, créatrice de mode, à qui j'exprime toute ma gratitude pour les illustrations, qui a su me trouver un peu de temps de son temps. Céline Rousier, ma maquilleuse. Nathalie Ofongchoa, passionnée de la photographie. Géraldine Jaffrelot, graphiste illustratrice pour la conception graphique. Et je termine par Yvon Rolus pour les partitions musicales. J'en ai mis 2, un Gragé et un Cassé-Coq dans ce livre. Que des références guyanaises. Merci en tout cas. C'était important de les remercier parce que tous ces gens-là ont contribué. Et je n'oublierai pas mes sponsors, mais je ne vais pas les citer. Pas ce soir. Non. Voilà, merci en tout cas. Entre histoire et mémoire, costume traditionnel, créole, guyanais, Huguette Thibaudeau, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Rendez-vous de l'Info. Tout le plaisir était pour moi. À demain, 19h. Allez, sans plus tarder, voici BFM, le journal national et international. Bonne soirée, à demain. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les Rendez-vous de l'info.